Très bien. Bonjour à tous et merci de venir à cette conf. Bonsoir. Euh, je vais parler d'un truc un peu bizarre aujourd'hui qui s'appelle Root of Trust. La première question, oui aussi je m'appelle James, machin machin. La première question, c'est quoi Root of Trust? Parce que c'est cool comme nom, mais c'est un peu obscur. Plus fort? Très bien, je parle plus fort, pas de problème. Du coup, qu'est-ce que c'est Root of Trust? Root of Trust, c'est l'idée que quand vous avez un ordinateur, vous avez envie en fait de pouvoir savoir qu'est-ce que vous runez comme software. Mais du coup, ça veut dire que pour run un ls dans un shell, vous avez envie de savoir que le shell c'est bien le bon shell, le ls c'est bien le bon ls, et tous les programmes qui ont été faits avant c'est bien les bons programmes, et que au final vous êtes sur une bonne version de Linux qui n'a pas été tamper par un attaquant, etc. Donc l'idée de Root of Trust, c'est ça, c'est avoir une chaîne de confiance sur la totalité de ce que vous faites tourner sur votre ordinateur. Du coup, pourquoi on veut faire ça? Ça paraît pas con, il y a plusieurs cas. Pour les gens un peu paranoïaques qui ont envie d'avoir un truc qui tourne vraiment sur leur ordinateur et d'avoir confiance, ou par exemple une entreprise qui est qui a des prérequis de sécurité et du coup qui a peut-être envie d'avoir des serveurs où ils savent vraiment ce qui tourne dessus. Parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui est venu dans le data center la nuit dernière et qui a changé un disque et que du coup, en fait, c'est plus le même programme qui est sur le disque. Et ça se trouve, vous pouvez pas le voir directement, ça. Du coup, ça a un intérêt de faire ça. Du coup, normalement, vous avez eu une conférence, les engins en tout cas, sur la crypto la semaine dernière. Mais je vais faire un rapide rappel parce que ça coûte rien et en vrai, sinon, vous allez être perdu pendant cette conf. La cryptographie, il y a quand même beaucoup de trucs. Mais les deux trucs qui nous intéressent principalement ici, c'est la signature et la cryptographie à clé publique et à clé privée. Du coup, on considère dans la signature à clé publique-privée qu'on a un set de deux clés, une publique, une privée, et que pour faire de la signature, c'est une personne qui chiffre avec sa clé privée et qui, du coup, n'importe qui peut la déchiffrer avec sa clé publique. Et on appelle ça une signature parce que du coup, on est sûr que on utilise la clé publique d'une personne qu'on connaît, donc on sait que c'est bien cette personne qui l'a chiffrée avec sa clé privée. Et normalement, on n'est pas censé pouvoir crafter des signatures trop facilement. Du coup, on considère que c'est sécurisé. Et on peut aussi utiliser le chiffrement asymétrique, du coup les clés publiques privées, pour chiffrer une clé symétrique qui, elle, chiffre tout simplement quelque chose, un nombre de bytes arbitraire, et du coup c'est comme ça que fonctionne une grande partie des communications sécurisées sur Internet par exemple. Bon, je fais une rapide overview et il y a beaucoup de choses que j'oublie, mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, comment on fait confiance au software qui run sur notre ordinateur? Normalement en fait on fait confiance aux gens qui ont packagé la distribution, donc par exemple Debian, Ubuntu, etc. Quand vous téléchargez l'ISO, normalement, j'imagine que vous avez tous très bien vérifié la clé GPG avec la signature du fichier ISO. Je vois quelques sourires, donc je me doute qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Normalement, on essaie de faire confiance à ces gens, donc on leur délègue notre confiance et c'est eux qui s'occupent de vérifier qu'ils ont bien pris les bons paquets pour build la distribution, etc. Bon, évidemment, si on veut faire une Root of Trust qui est totale, on ne peut pas non plus se contenter de déléguer cette confiance comme ça, il faudrait aussi aller regarder ce genre de choses, mais c'est pas le point de cette présentation, du coup je vais pas en parler actuellement. Du coup, on espère que ce qu'on run sur notre machine, on lui fait confiance, quoi. Donc, en gros, dans l'idée, c'est le script bash que vous avez trouvé sur Stack Overflow, vous évitez de le run en route sur votre machine, et normalement, ça devrait bien se passer. Du coup, la solution numéro 1, ouais, c'est un magnifique disque que j'ai trouvé sur Internet, c'est d'avoir du chiffrement disque hardware. Du coup, c'est simple, on va dans le BIOS, on met la petite option, on met un mot de passe, et c'est bon, tout est chiffré, etc. Et normalement, ça se passe bien. Bon, ça pose des problèmes du type, est-ce qu'on fait vraiment confiance à comment c'est chiffré avec le hardware, etc. Mais on en parlera plus tard de ça. Et c'est la solution la plus simple et qui fonctionne dans pas mal de cas. Après, on a la solution du chiffrement disque software, donc par exemple avec Lux,
qui est la technologie sur Linux qui permet notamment de chiffrer des partitions et de les utiliser comme ça. Du coup, bah, on va voir comment ça fonctionne. Du coup, bah, si on prend bon, c'est un peu un vieux cas parce que maintenant il y a beaucoup plus de boot EFI, mais si on prend le cas d'une machine qui boot en BIOS, bah, le BIOS il lit le MBR qui est le header de vos partitions disques au tout début du disque. Il regarde je sais plus quel byte à tel endroit, il voit que c'est les bons bytes parce que c'est une valeur magique, et du coup il exécute de façon arbitraire tout le code qui est après en assembleur. Ça paraît être une giga bonne idée. Et après, du coup, en gros, Grub, ce qu'il fait, c'est qu'il met un petit bout ici et il se chaîne sur la plus grande partie de Grub qui contient tout un tas de trucs, y compris des modules, tout un tas de drivers, etc. Donc qui est beaucoup plus grosse parce que la première partie, si je ne me trompe pas, elle tient sur 512 bytes, donc il n'y a pas grand chose dessus. Et du coup, bah, Grub, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il va lire le fichier de configuration qui est normalement sur une partition, la première partition, si je ne me trompe pas. Le fichier de configuration, il contient des trucs, donc le nom du kernel, le nom de l'initramfs. Et bah, ça vous permet c'est un autre stage du boot de votre machine. Et après, vous pouvez aller sur votre userland classique, etc. Et normalement, si tout se passe bien, bah, vous arrivez à boot sur votre machine et à vous connecter, etc. Bon, les rootkits, c'est cool. Hein. Les rootkits MBR, si je ne me trompe pas, dans les années 90, c'était assez courant. Enfin, il y a eu quelques attaques assez rigolotes avec ça. Et bah, ouais, qu'est-ce que j'allais dire sur on exécute du code arbitraire et ça va bien se passer. Voilà. Du coup, bon. Alors, avec le chiffrement disque, comment ça se passe? Bah, c'est simple. On a du coup notre partie chiffrée qui est le userland. Parce qu'on se dit, ok, on veut que ces fichiers-là, on soit sûr qu'ils soient les bons. Du coup, bah, on chiffre cette partie-là et tout. Mais le problème que ça fait, c'est que bah, du coup, le kernel, l'intramfs, le bootloader et toutes les parties avant, bah, on a le problème du type, les parties avant, elles peuvent être touchées, même si la partie du coup chiffrée, on va considérer qu'elle est totalement sécurisée, qu'on utilise le top de la sécurité actuelle, et du coup, on ne pourra pas toucher à la partie qui est sur le disque chiffré. Ou si on la touche, ça va abîmer la partition, et dans ce cas, elle sera inutilisable, et dans ce cas, bah, ça sert juste à rien de la déchiffrer. Du coup, on peut toujours tamper les trucs qui sont avant, et c'est problématique, parce que ça signifie que n'importe qui sur un ordi, s'il n'est pas chiffré, bah, il s'en fiche, il prend votre disque, il boot votre PC et c'est bon, vous êtes mort. Si vous avez juste le disque de chiffré, bah, il prend votre disque, il boot votre PC, et au lieu d'être directement sur le disque chiffré, parce que logiquement il n'a pas votre mot de passe, sinon vous êtes mort, bah, il peut toucher à tout ce qu'il y a avant et potentiellement faire des trucs quand même. Donc bah, ça paraît être une bonne idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Du coup, bah, ce qu'on peut se dire, c'est on va tout chiffrer. C'est ce qu'on appelle le full disk encryption. Et du coup, on va chiffrer tout ce qui est après le bootloader Grub. Donc on va chiffrer le kernel intramfs et du coup le userland. Mais c'est cool comme truc parce que Grub, en fait, en l'occurrence, le full disk encryption sur Grub, ça fonctionne parce que Grub a un nombre incommensurable de drivers pour un nombre de file system énorme. Il supporte LVM, il supporte Lux, etc. Mais c'est pas le cas de tous les bootloaders, en l'occurrence, qui existent. Et si je me trompe pas, il n'y a que Grub qui gère ça. Et du coup, bah, c'est cool, mais on a toujours du coup notre password à taper. Et après, on va avoir le chargement du kernel de l'intramfs. Et quand ça va aller sur le kernel de l'intramfs, on va devoir retaper notre mot de passe parce que dans l'intramfs, il va nous demander notre mot de passe. Donc ça veut dire que quand vous allumez votre machine, vous allumez, il vous demande le mot de passe pour déchiffrer votre disque. Donc Grub vous le demande, vous le tapez, vous faites entrer. Et là, il y a de nouveau votre mot de passe qui vous est demandé pour pouvoir déchiffrer votre machine. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est Grub il a demandé bon bah t'es cool mec, mais j'aimerais bien charger ta configuration. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est donne-moi ton mot de passe et comme ça, je pourrais déchiffrer ta partition et aller voir ton kernel et ton initramfs. Du coup, bah, il déchiffre et après, en gros, il jump dessus et il a le kernel et l'initramfs et il est là, ok, bah tout va bien, machin. Sauf qu'entre la partie Grub et la partie chargement de Linux, en fait, il n'a pas gardé les informations de le mot de passe qu'on a utilisé, etc.
Du coup, on est obligé de revoir une partie dans l'initramfs qui demande le mot de passe pour pouvoir redéchiffrer la partition. Et enfin c'est cool, mais quand tu as un mot de passe, si tu as un mot de passe un peu sécurisé, soit 10-15 caractères, tu le tapes 2 fois, c'est un peu chiant. Et en plus d'ailleurs, chose intéressante, Grub, ça fonctionne en full disk encryption, mais que avec Lux 1, et Lux 2 c'est sorti assez récemment, il y a 2-3 ans et quelques, mais ce serait cool de l'utiliser aussi, sauf qu'on peut pas parce qu'il y a plus ou moins que Grub qui supporte ça. Et deuxième truc, c'est que Grub en fait il est giga lent. Parce que il n'est pas aussi optimisé que Linux pour un certain nombre de trucs. Je sais pas si c'est le driver pour interagir par exemple avec le SSD ou le coût du file system, probablement d'ailleurs le SSD en vrai. Du coup ça fonctionne pas sur cette partie. Du coup c'est chiant, c'est lent, ça prend 3 minutes alors qu'on a un SSD qui est quasiment neuf. C'est pas ouf quoi. Du coup bon, en gros qu'est-ce que ça donne sur ma machine en full disk encryption? J'ai SDA1 qui est une partition où j'ai juste mon bootloader. Et après, tout SDA2, c'est la partition chiffrée où j'ai ma swap et ma route, qui sont tout le reste de ma machine. Et je parlerai un tout petit peu après de EFI et pourquoi EFI. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est, dans ce cas, en fait, on a l'intramfs et le kernel qui sont sur une partition chiffrée. Du coup, ce qui se passe, c'est que on peut mettre des informations qui sont comment ça s'appelle, censées être protégées dedans. Du coup, on peut générer une clé et la mettre dans l'intramfs. Et vu que l'intramfs est protégé, c'est pas problématique tant que n'importe qui sur votre machine n'a pas accès à l'intramfs parce que vous n'avez pas trop envie que n'importe qui puisse le lire. Donc vous faites un truc du genre, il n'y a que root qui a le droit de lire l'intramfs et puis ça se passe normalement bien. Bon, enfin, ça peut être problématique, mais dans la majorité des cas, ça se passe bien. Bon, c'est cool ça, mais ça permet juste d'avoir une seule fois le password qui est demandé. Ce qui est déjà pas mal parce que, enfin, 2 fois c'est chiant, une fois c'est déjà mieux. Mais par exemple, dans le cas où vous êtes une entreprise et que vous voulez booter un serveur, en fait, ça fonctionne juste pas parce que, enfin, à chaque fois que vous voulez rebooter un serveur, si vous devez aller sur la machine, taper le mot de passe et revenir, ça va juste pas se passer parce que vous allez juste avoir la flemme quand vous avez 200 serveurs à mettre à jour. Du coup, c'est pas une solution envisageable. Du coup, comment on peut faire? Bon, voilà, j'ai déjà dit. Oui, j'ai des slides pour ça. Du coup, on peut utiliser que Grub, Lux 1, comme je l'ai déjà dit, et c'est ultra lent parce que prend les drivers. Et du coup, c'est cool, mais ça fonctionne pas pour un serveur. Du coup, on se dit, c'est simple, l'intramfs, il est là, avec le fichier qui nous permet de déchiffrer le disque. Dans ce cas, en fait, on ne le met pas sur la partition chiffrée. Sauf que du coup, ça signifie que notre secret, il est en clear text sur une partition que tout le monde peut lire. Donc n'importe qui prend votre disque et il peut lire le fichier qui déchiffre votre disque. Donc c'est pas une bonne idée, faut pas faire ça, parce que c'est pas du tout sécurisé en fait. Mais au moins vous avez pu taper le password, quoi. Genre, c'est un avantage. Mais bon, enfin, du coup c'est pas sécurisé, ça sert à rien. Du coup, Hunter TPM, Trusted Platform Management, c'est en général une chip ou du firmware, suivant les implémentations, qui peut contenir des secrets. Par ça, j'entends des bytes arbitraires qui représentent un secret pour chiffrer votre disque, par exemple. Et ça peut être utilisé pour faire de la cryptographie. Donc, si je ne me trompe pas, faire des hashes, faire du chiffrement du chiffrement RSA notamment, donc clé publique, clé privée, et ça peut être utilisé pour générer de l'entropie hardware, donc ça peut être utile pour générer des clés, quoi. Ok, du coup, comment ça se passe? Ce qu'on peut faire, c'est en fait, on donne le secret à TPM, et c'est à TPM c'est dans TPM qu'on met le secret. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand le bootloader du coup Grub, il va aller sur le kernel intramfs, on va enlever le fichier qu'on avait dedans pour pouvoir déchiffrer la partition, et on va juste dire, appelle-moi TPM, et TPM, il va me donner le secret. Et du coup, là, on aura le déchiffrement du disque où on ne va pas avoir besoin de password, et le secret ne sera pas dans l'intramfs, possiblement vu par tout le monde. Alors, là, la question qu'on pourrait se dire, ouais, mais n'importe qui prend un intramfs et le change, et s'il peut aller chercher le secret, il peut aller l'écrire sur un fichier sur cette partition, parce que cette partition, n'importe qui peut la lire et l'écrire. Alors, oui, mais en fait, non, parce que TPM, la façon dont ça fonctionne, c'est un certain nombre de registres qui, en fait, si vous changez toutes les parties au-dessus, donc si vous changez
le bootloader ou le kernel ou l'initramfs, etc., en fait, ça va changer des valeurs dans ces registres. Et le secret que vous avez mis dans TPM, eh ben, il est lié aux valeurs qu'il y avait dans les registres à la base, sauf si vous l'avez unseal. Du coup, ça signifie que si jamais il y a n'importe qui vient et qui modifie votre bootloader, votre kernel ou votre initramfs, bah, en fait, vous ne pourrez plus boot la machine directement, parce que TPM il va juste vous dire non, non, en fait, je ne sais pas déchiffrer, enfin, je peux pas te donner ce secret avec ces valeurs dans les PCR, parce qu'il prend en compte les valeurs des PCR pour chiffrer le secret à l'intérieur. Du coup, bah, ça veut dire que si quelqu'un a touché à votre machine, elle ne boot plus, mais enfin, c'est pas non plus trop déconnant, parce que vous n'avez pas envie qu'elle boot pour la personne, quoi. Et au pire, vous pouvez le réparer, mais vous avez quand même quand vous voulez accéder à votre machine et que vous n'avez pas touché au truc, normalement, bah, vous allumez votre machine et tout fonctionne pour déchiffrer votre disque et sans qu'il y ait tamper de sécurité, etc. Alors, du coup, les PCR, c'est des registres, il y en a plusieurs. Ça, c'est une image que j'ai trouvée sur Internet pour avoir travaillé un peu sur TPM au boulot. En fait, ça dépend des implémentations. Enfin, c'est plus ou moins vrai, read-only et ça. Mais suivant les implémentations, il y a 2 implémentations de Grub qui gèrent les PCR, etc. Ils font des trucs plus ou moins pas les mêmes avec les PCR. Et ça devient un peu louche. Mais normalement, ils mettent tous dans l'ordre bootloader, kernel et intramfs. Donc si jamais vous changez le bootloader, bah, ça change tout, etc. Et même chose pour kernel et intramfs. Du coup, le secret, il est seal dans les PCR. Et vous avez un boot qui est sécurisé là-dessus. Alors, du coup, il y a quoi qui changeait sur cette slide? Ouais, non, ok. Du coup, la sécurité, c'est que normalement, le kernel et intramfs que vous avez actuellement, bah, en fait, ils sont bons parce que ça veut dire que dans le boot normal, TPM, on lui a demandé le secret, il a donné parce que ça signifie que ça n'a pas changé avant, et quand vous êtes arrivé sur la machine, bah, tout va bien pour ce kernel et intramfs. Mais c'est pas le cas du coup pour les autres kernels et intramfs qui, eux, sont toujours sur la partition non chiffrée. Et du coup, vous ne savez pas si, en fait, entre le moment où vous avez éteint votre machine et rallumé, il n'y a pas quelqu'un qui a pris votre disque, a modifié cette partie-là. Et du coup, comme vous avez plusieurs options pour boot sur Grub, il n'a pas modifié une de ces options pour faire ça. Et d'ailleurs, chose assez rigolote, si j'ai là-dedans, alors, du coup, chose assez rigolote. Voilà. Je sais pas si vous voyez le bout de code en haut. C'est les fichiers de configuration Grub pour savoir s'il y a un kernel ou un intramfs, on doit générer de la configuration pour ça. Du coup, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un kernel, pour lui, c'est un fichier qui s'appelle vmlinux-étoile en globing dans le /boot. Et bah, un intramfs, c'est plus ou moins la même chose, sauf que il s'appelle intramfs-linux.img en gros sur Arch Linux. Du coup, c'est cool parce que ça signifie que, à part le kernel qu'on vient de booter, tous les autres kernels, lui, il s'en fiche, il génère une configuration pour ça, quoi. Du coup, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que si nous on dit, ouais, bah, on va considérer comme trusted tous les trucs qui sont générés par Grub dans la configuration, bah en fait non, parce qu'il génère absolument tout et n'importe quoi, et sur une partition que nous on n'est pas censé considérer comme chiffrée, du coup bah c'est pas une bonne idée. Du coup on va faire un peu différemment. Du coup la solution, c'est de signer. C'est en fait celui qu'on a actuellement, on lui fait confiance et les autres, faut les signer. Du coup, bah, par définition, on signe tout. Et il n'y a absolument rien à changer. Si, ouais. Et du coup, en fait, Grub, il a aussi la capacité, parce que Grub, c'est fait par le Project GNU. Et du coup, bah, Project GNU, ils aiment particulièrement bien GPG. Et c'est une implémentation de PGP. Du coup, bah, il se trouve que c'est implémenté dans Grub. Du coup, bah, on peut le vérifier directement. Du coup, c'est pas mal. Et on peut vérifier des signatures avec le kernel et intramfs. Du coup, bah, on peut signer tous les kernels et intramfs et vérifier leur signature avec Grub. On a toujours le même problème que bah, Grub, en fait, il peut être changé. Ça nous empêchera de boot, mais Grub peut quand même être changé. Du coup, bah, comment on peut faire? Parce que qui va vérifier en fait comment Grub fonctionne? Et c'est là que en fait, sur les systèmes BIOS, c'est juste pas possible. Parce que la façon dont ça fonctionne, le BIOS, c'est littéralement, tu prends les 512 bytes à partir de la magic value, tu jumps dessus et tu l'exécutes et normalement ça se passe bien. Bon, avec d'autres problèmes de partition maintenant qu'on a les grands disques, du coup bah, ça fonctionne pas.
Du coup, on utilise un nouveau truc qui s'appelle UEFI ou EFI, que la plupart d'entre vous devez avoir sur vos ordinateurs, normalement, si ça se passe bien. Et il y a plusieurs trucs avec EFI. Ouais, vous pouvez voir si vous êtes sur EFI, si vous avez normalement EFI var FS qui est monté sur Linux. Et s'il l'est pas, vous pouvez le monter. Normalement, vous ne faites pas d'erreur si vous êtes sur EFI. Et ça permet notamment de changer les entrées de boot, etc., qui sont littéralement des fichiers stockés quelque part en mémoire pour des entrées, et pas littéralement jump sur du code arbitraire sur le début de votre disque. Maintenant, le bootloader, du coup, c'est un fichier, parce qu'en fait, les entrées de fichiers sont dans les variables FI, et le FI peut le vérifier, parce qu'il y a un truc qui s'appelle Secure Boot, où en fait, dans la spécification de UEFI, il y a justement la vérification de ce genre de choses. Et du coup, bah, c'est ça qui nous intéresse. Et comment ça fonctionne? Et c'est là que ça va devenir très drôle. Euh, c'est ce qu'on appelle une chain of trust. Et ça fonctionne avec beaucoup de clés. Donc en l'occurrence, la plateforme key, soit c'est un certificat. Quand je dis clé ou certificat, c'est la même chose. C'est un certificat, c'est certificat X509, donc ça contient une clé. Donc clé et certificat. Plus ou moins la même chose. Enfin, à plus ou moins quelques détails, c'est à peu près la même chose. Et du coup, bah, il y a Platform Key qui est la root key en fait, qui soit elle est mise par le vendeur dans le hardware, et dans ce cas, bah, vous faites confiance au vendeur, soit sur la quasi-totalité des EFI que je connaisse, vous pouvez la changer et du coup en mettre une custom. Et du coup, bah, ça permet de faire des trucs cool où en fait c'est vous qui vérifiez toute la chaîne qui est en bas. Du coup, la primary key, la platform key, elle vérifie les cakes qui sont d'autres clés qui eux-mêmes vérifient la DB et la DBX. Donc la DB, c'est la liste des trucs sur lesquels vous faites confiance dans les variables FI, et DBX, c'est la liste des trucs auxquels vous ne faites pas confiance dans les variables FI. D'ailleurs, chose assez rigolote, quand moi je l'ai fait au taf, j'ai regardé les valeurs par défaut qui étaient dans les registres, et en fait, DBX, il y avait 60 valeurs dedans. Je sais pas ce que c'est, mais il y avait 60 valeurs de non, en fait, on fait pas confiance à ce genre de truc. Ce qui était assez étonnant, parce que je pensais pas qu'il y en aurait autant en fait sur ce genre de truc. Et du coup, DB, c'est une clé potentiellement qu'on peut mettre qui signe une des entrées dans EFI, et il va essayer les variables EFI pour pouvoir voir s'il peut booter dessus. Du coup, comment ça fonctionne? C'est bah, en fait, du coup, on n'est plus en BIOS, on a une UEFI. Bon, on a un password aussi pour protéger la configuration de notre ordi, ça pourrait être une bonne idée. Euh, on lit sur une partition EFI qui est du coup non chiffrée un bootloader qui est signé et qui est vérifié par UEFI, qui ensuite du coup potentiellement va se mettre sur Grub, ou sinon en fait les deux c'est la même chose parce qu'on peut chaîner de bootloader. Donc en fait Grub ça peut être le bootloader qui est signé directement, et on va voir pourquoi en fait ça fonctionne pas dans ce cas-là. Et bootloader, du coup, bah, comme tout à l'heure, il vérifie le kernel, la signature. Il jump sur le kernel intramfs si jamais ils sont bons. Et le kernel intramfs demande à TPM le secret. Le secret, ça déchiffre le disque. Et il fait tout son blabla. Et on arrive en userland. Et ça fonctionne, normalement. Du coup, on n'est pas prompté pour un password. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que du coup, pour un serveur, on peut juste dire, bah, dans ce cas, boot. Et tant que tout s'est bien passé, qu'il n'y a absolument rien qui a été tamper avant, bah, ça fonctionne. Et le secret est du coup pas dans l'intramfs, et du coup c'est sécurisé. Alors, oui mais non. C'est sécurisé à condition qu'on fasse confiance au hardware et au software. Et du coup, bah, quand moi j'ai commencé mon stage, c'était la première partie, je vais travailler sur TPM, et il y a quoi, 3 4 semaines, et il y a un truc qui s'appelle tpm.fail qui est sorti, qui est une nouvelle CVE dont on aura les détails en janvier de comment en fait TPM ça fonctionne pas, et comment en fait c'est cassé sur certaines plateformes Intel, encore eux. Et voilà. Et bon, d'autres exemples de est-ce qu'on peut faire confiance au hardware et au firmware, Spectre et Meltdown, les bien connus, et tant d'autres dont on n'aurait pas la place de mettre sur cette slide. Voilà. Du coup, bon, enfin, on essaie de faire confiance en fait de plus en plus bas, sauf qu'au bout d'un moment, on tombe sur le firmware et le hardware, sur des trucs en fait qui apparemment fonctionnent pas. Et du coup, ça nous amène à parler d'un truc qui devient vraiment louche. Et je suis désolé de faire ça. Et je m'excuse à moitié par avance parce qu'en vrai, c'est une partie où bah, enfin, c'est assez compliqué d'aller regarder vraiment ce qui se passe pour plusieurs raisons. La majorité étant que tout est, enfin, la majorité des choses étant close source, du coup on peut pas trop voir.
Et l'autre truc, c'est que bah, j'ai pas le temps de regarder tout en détail. Mais du coup, bah, comment ça fonctionne? Les rings, en fait, c'est des niveaux sur les processeurs x86 euh, qui donnent un certain nombre de droits sur votre processeur. Du coup, bah, le ring 3, c'est là où vous faites exécuter votre shell, votre ls, etc. Et bah, le ring 0, c'est le kernel. La majorité du temps, c'est Linux, et puis voilà, ça se passe bien. Euh, à Skip, les rings 1 et 2, c'est pour des drivers. Si je me trompe pas, x86-64, en fait, ils existent juste plus. Enfin, les valeurs existent, mais ça fonctionne pas. Et je crois qu'en 32 bits, ça fonctionne. Mais enfin, vu que la majorité, enfin, en l'occurrence, Linux c'est un kernel monolithique, bah, tout tourne en ring 0 et les rings 1 et 2, on les oublie. Donc voilà. Après, il y a le ring moins 1. Enfin, c'est pas vraiment un ring moins 1 parce que ça n'existait pas le ring moins 1. Mais on l'appelle ring moins 1 parce qu'il a des privilèges qui sont supérieurs en fait à tous les rings qui sont entre 0 et 3. Du coup, bah, on passe en dessous, on passe au ring moins 1. Et du coup, bah, les hyperviseurs, type KVM, Beehive, Xen, etc. Et c'est notamment quand vous faites des VM sur votre ordinateur, VirtualBox par exemple, plus ou moins. Quand vous faites de l'accélération hardware, en fait, vous passez par ce fameux ring -1 et qui a encore plus de droits que tous ces rings-là pour faire des choses sur votre ordinateur. Et du coup, bah, potentiellement, c'est encore plus dangereux. Le ring -2 avec du coup ce fameux System Management Mode et le kernel UEFI. Donc avant d'arriver en ring 0, il passe par ça pour tout initialiser, etc. Et en l'occurrence, ce kernel-là, il fait plusieurs millions de lignes de code, c'est absolument pas open source et ça a l'air d'être une très bonne idée. Et après, il y a le ring -3 que je trouve encore plus drôle, c'est le Management Engine. Et il me semble qu'il y a des failles qui vont sortir bientôt là-dessus, ou je sais plus quoi. Du coup, bah, on se dit, ouais, mais tous ces trucs-là, on leur fait confiance, machin. KVM, BI et Xen, ouais, carrément, parce que ça, c'est open source en l'occurrence. Et du coup, bah, enfin, c'est pas qu'on peut leur faire confiance, mais au moins on peut aller vérifier à peu près comment ça se passe dans le code pour voir si on peut leur faire confiance. Et du coup, on a une meilleure vue de ce qu'on peut faire en termes de sécurité. Mais après, bah, toute cette partie-là, pas du tout en fait. Et chose assez drôle, bon, quelques listes de CVE sur le ring -3 du coup, le fameux, qui run un kernel complet qui s'appelle Minix, et qui est un web server qui avait des buffer overflow il y a je sais plus quelle année, je crois que c'est de 2016 celui-là. Du coup, ça pourrait être une bonne idée d'avoir des CVE sur ce niveau-là. Du coup, la solution possible, ce serait d'avoir des trucs open source. Et il y a quelques projets qui sont assez intéressants. Je pourrais pas lister en détail la totalité de ce qu'ils font, comment ils font, etc. Parce que c'est pas tellement mon domaine, on va dire, mais ça a l'air vraiment intéressant comme projet. Et donc, en l'occurrence, on a des parties avec des kernels UEFI, le ME Cleaner qui permet de remplacer une partie de la ROM qui tourne sur votre ordinateur pour le Management Engine. Ça paraît être une bonne idée, et du coup, qui normalement brique pas votre ordi et vous permettent quand même de booter. Ça paraît être encore une meilleure idée. Coreboot et LibreBoot, c'est des implémentations pour remplacer carrément le Management Engine et faire en sorte que votre ordi boot sans avoir à passer par ce côté-là. Coreboot, ils ont des blobs hardware. Enfin, la différence Coreboot LibreBoot, c'est que LibreBoot, c'est un projet de la FSF et ils sont un peu plus, comment dire, euh, sérieux sur la façon dont ils traitent les blobs pour les blobs propriétaires, alors que Coreboot est un peu plus laxiste là-dessus. Bref, enfin, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur fsf.org ce qu'ils pensent des blobs propriétaires, etc. Et du coup, U-Boot et LinuxBoot qui sont des bootloaders slash firmware. Voilà. Bon, d'autres problèmes au passage, hein. NetHammer, il y a quelques années, il y a une fac qui s'appelle Rohammer qui est sortie. Et en gros, l'idée, c'est si vous tapez suffisamment à un endroit de la RAM, il y a des bits qui vont flip et vous allez pouvoir changer des bits sur la RAM juste en écrivant dessus. Il y a un truc cool, c'est qu'en fait, quand vous avez une carte réseau sur la plupart des ordinateurs, bah, en fait, pour aller plus vite, on évite de faire de la copie des paquets réseau, puisque si la carte réseau doit lire le paquet, faire des copies, machin, et après le passer au proco, etc., enfin, plus il y a de copies, plus c'est lent, du coup, moins on a envie que ça se passe comme ça. Du coup, bah, en fait, le NIC, il peut aller directement dans la mémoire physique et le mettre à un endroit. Du coup, bah, il écrit sur la mémoire physique. Parce que du coup, ça signifie que n'importe qui sur votre réseau, il peut frapper et faire du Rohammer via la carte réseau et flipper des bits et faire des trucs sur votre ordinateur à distance juste bah, en faisant suffisamment de paquets à un endroit. C'est dommage. Et il y a un autre truc hardware, encore une fois, du coup, parce que enfin, à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de choix, qui s'appelle la IOMMU,
qui permet justement de gérer les accès des devices à la mémoire physique. Et après, d'autres problèmes type le code, enfin, le microcode Intel et AMD qui permet de faire des mises à jour dynamiques de l'exécution, enfin, de la façon dont sont décodées les instructions pour votre processeur. Ça paraît être une bonne idée. Enfin, c'est vraiment cool d'avoir ce genre de truc parce que ça permet de patch certaines choses, du genre le bug sur Pentium pour les floating point numbers. Il y a une partie qui avait été patch là-dessus parce qu'en fait, il suffisait juste de changer le microcode et le re-upload et d'un coup, vous réglez une partie des problèmes sans avoir à remanufacturer tous les processeurs. Et c'est quand même bien moins cher à faire. Donc là-dessus, c'est pas mal. Et bref, enfin, d'autres problèmes du type le hardware c'est cool, mais en fait, on peut pas lui faire confiance. Et voilà. Et du coup, la solution, c'est le FOSS hardware, mais on n'est pas encore là, parce que même avoir un Linux qui tourne sur du RISC-V, qui est une architecture CPU complètement open source, bah en fait, ça coûte déjà plus de 3000 balles et il n'y a vraiment pas tout qui fonctionne dessus. Et on a des perfs qui sont clairement pas comparables avec un CPU actuel sur Intel ou AMD, etc. Du coup, bah, enfin, c'est une solution ok, mais c'est pas envisageable dans un point de vue, professionnel pour un certain nombre de raisons. Personnel, à la limite, ça dépend de ce qu'on veut. Et voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Ouais. Il marche pas? Ah, celui-là? Oui, non. Ok. Oui, allô, 1, 2. Oui. Oui, c'était pour savoir si tu avais des exemples d'attaques qui partent est-ce que tu as des exemples de chaînes d'attaques qui partent d'attaques comme Rowhammer ou je sais Euh, pas, qui partent d'attaques qui consistent à flip un bit en mémoire et dont le résultat serait de casser l'intégrité d'un noyau ou d'un InitramFS. Bah, en vrai, c'est pas très compliqué. Si jamais tu tapes au bon endroit, si la condition c'est est-ce que tes routes sur la machine, c'est un 0 mais que tu le flippes à 1, bah, c'est bon, tu routes sur la machine. Enfin, c'est qu'on va dire, mais euh, en l'occurrence, flip un bit s'il est bien placé, c'est dommage. Merci. Enfin, voilà. Ouais. Euh, J'ai une question notamment par rapport à la petite chip que tu as montré, le TMP, je crois. TPM, ouais. TPM, ouais. Le truc, il est basé sur des registres très précis qu'il y a avant pour voir si la clé elle sera bien encryptée ou pas. Mais qu'est-ce qui se passe si tu changes des trucs avant sans faire en sorte que les registres qui sont regardés après soient changés? Alors, est-ce qu'il y a moyen de savoir à l'avance quel registre elle regarde? Alors, oui, parce que en fait, les registres, j'ai une slide là-dessus. Ouais, les registres en l'occurrence, en fait, enfin, ça, plus ou moins, parce qu'en fait, ils contiennent un SHA-1, en l'occurrence les registres, notamment du bootloader, etc. Et après, en gros, ils sont chaînés avec qu'est-ce que c'est, le measurement qu'ils ont fait, plus la valeur d'avant. Donc, c'est-à-dire que si tu changes tout au-dessus, bah, ça casse tous les trucs en dessous. Et du coup, oui, tu peux les prévoir. Et du coup, tu peux faire en sorte de... Enfin, par exemple, si tu veux faire une mise à jour, et que en l'occurrence, bah, tu mets à jour ton bootloader, bah, étant donné que tu sais quel kernel et InitramFS, si tu ne les changes pas, vont être au prochain boot, bah, tu peux précalculer les choses et les mettre dedans. Mais après, il y a certaines choses, par exemple, le bootloader, etc. Vu que là, c'est read-only, en fait, tu peux pas les mettre toi-même. Mais qu'est-ce que ça s'appelle, du coup, le firmware avant, lui, il peut. Enfin, tu peux les précalculer. Mais après, le truc, enfin, c'est vu que c'est des hashes, etc., et que du coup ils sont chaînés, ce qui rend encore plus compliqué, enfin ça rend encore plus compliqué le fait de précalculer des hashes avec des intramfs, etc. Voilà. Pas d'autres questions? Ok, merci.